Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture pour le mois d'août. Je vais commencer une nouvelle fois par les statistiques. En août, j'ai lu 7 livres, je n'en ai abandonné aucun. Il y en a 7 que j'ai lu en version physique, il y en a un que j'ai lu en version audio plus physique, c'est pour ça que je l'ai mis dans les deux. Je n'ai lu aucun e-book, j'ai lu un total de 2795 pages, ce qui représente une moyenne de 91 pages par jour. Ma note moyenne, c'est toujours 4, ça n'a pas changé. J'ai intégré 8 nouveaux livres à ma pile à lire et je n'en ai enlevé aucun. Enlevé dans le sens où enlevé sans l'avoir lu, bien entendu, puisqu'il y en a 7 que j'ai enlevé de ma palle. Enfin, 5 parce que sur les 7 que j'ai lus, il y en a 2 que j'avais empruntés à la médiathèque. On est parti du coup avec mes lectures, mes avis, mes notes pour le mois d'août et surtout la révélation de ai-je ou non réussi ma palle des cartes. Le premier livre qui était dans ma palle des cartes, c'était L'abominable innommable grimoire de Elian Blackmore et Karine M. C'était la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule qui se présente dans ce magnifique coffret. On a la petite goutte qui va avec une planche de Ouija que je crois pas vous avoir montré. Du coup, je suis pas sûre que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Il me semble que oui quand même, mais j'ai un petit doute, alors je vous remontre très vite. On a une illustration. Une deuxième illustration. Il y avait d'autres petites choses, il y avait des stickers, mais j'ai déjà rangé le reste. Et la fameuse planche de Ouija. Voilà, avec la goutte qui va bien. Hop, je range ça et je vous parle du livre tout de suite. Ce livre, qui est absolument magnifique, était dans ma palle des cartes pour le 9 de pique, pour lequel je devais lire un titre qui commençait par la même lettre que le mois pour lequel je le sélectionnais. C'était pour ma palle du mois d'août. Le titre devait donc commencer par la lettre A. Abominable innommable grimoire, je ne prends jamais en compte les articles. Ça colle donc, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 20 sur 20 sur Livre Addict et il a atteint la note maximale de 10 dans Copile. C'est vraiment un coup de cœur, j'ai adoré ce titre, il est incroyable, il est vraiment très très beau, on a de sublimes illustrations. On navigue entre le style de Karine M, le style d'Elian Blackmore, qui sont tous les deux très reconnaissables, mais avec une certaine complémentarité. Ce que j'ai énormément aimé dans ce roman, c'est qu'on a aussi du bonus, des contenus additionnels grâce au QR code qu'on peut scanner et qui nous font atterrir sur des playlists, sur des work in progress. Donc on voit les articles dessinés. On voit les différentes étapes de la création des illustrations et des personnages et c'est tout simplement fantastique. Si vous avez l'occasion de vous procurer ce titre, je vous le conseille réellement. C'était un vrai bonbon, un bon gros plaisir, magnifique. Et le texte était aussi très sympa. Donc j'ai très très hâte de me plonger dans d'autres ouvrages de ces deux auteurs qui ont notamment déjà réalisé ensemble l'épouvantable encyclopédie des fantômes et l'effroyable... Non, l'épouvantable encyclopédie des revenants et l'effroyable encyclopédie des fantômes, je crois que c'est ça, qui sont sublimes et que j'ai également déjà dans ma bibliothèque, que j'ai déjà lu et que je vous ai présenté il y a très très longtemps sur la chaîne, il me semble. Voilà, donc c'était vraiment très 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 chouette. Je vous ai épargné mon cri de désespoir, je viens de tremper la manche de mon gilet dans ma tasse de thé, donc j'aurais coupé ça au montage. Vous n'aurez pas assisté à ma déchéance. Bref, on passe au livre suivant. Pour le 10 de carreau, je devais lire un livre avec du foil sur la couverture et j'avais sorti Nevernight, le tome 2, Les grands jeux de Jay Kristoff de ma pile à lire pour la bonne et simple raison que il y a du foil sur la couverture. Le foil, c'est cet élément très très brillant, un peu comme de la feuille d'or. Je l'ai lu également et je l'ai adoré. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la note de 9,86. Pas un coup de cœur donc, mais je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Dans le tome 1, on va faire la connaissance de Mia qui, pour venger sa famille qui lui a été arrachée, décide d'intégrer l'école la plus prestigieuse d'assassins afin de couper des têtes. C'est de la high fantasy, c'est un univers que j'aime énormément, on a des personnages phénoménaux, le style de l'auteur est incroyable.
Je vous conseille vraiment cette série. Attention cependant, énormément de trigger warning, que ce soit pour le tome 1 ou pour le tome 2. Je vous les rappelle rapidement, pour ce tome-ci, on a violence, torture, langage grossier, sexe, viol, description explicite de blessures, alcool, traite d'êtres humains, mort animale. Donc soyez vigilants si une de ces thématiques est susceptible de heurter votre sensibilité. Je préfère vous le redire. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse impitoyable poursuit sa quête pour se venger des forces qui ont détruit sa famille. C'est très bien résumé. Et j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui ne sortira pas tout de suite en français. Je crois qu'il sortira fin 2022. Alors je suis un peu triste, mais j'ai hâte. J'ai vraiment très très hâte. C'était fantastique et c'est lui qui a contribué à ce que mon nombre de pages mensuelles augmente, parce qu'il fait presque 800 pages à lui tout seul. J'avais pioché le 3 de carreau pour lequel je devais lire un livre qui possédait un titre en un seul mot, et j'avais sorti Rouge de Pascaline Nolo. C'était un des 2 finalistes du clip qu'il me restait à découvrir. Je l'ai également beaucoup aimé. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copaille il a atteint la moyenne de 7,71. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Rouge, qui vit dans un village très particulier. Il y a plusieurs années, une malédiction a été jetée sur le village et toutes les adolescentes doivent être sacrifiées à la grand-mère qui vit dans les bois, qui serait une sorcière. Les adolescentes sont envoyées chez elle et on ne les revoit jamais. Rouge est marquée depuis sa naissance. Elle a une tache de naissance qui lui couvre au moins la moitié du visage et une petite boursouflure de peau au niveau du sourcil qui la rend très identifiable et qui la rend surtout haïssable pour ses pairs, pour les gens de son village, parce qu'ils considèrent que c'est la marque du mal et qu'elle doit posséder, être mauvaise en fait, posséder le mal en elle, et ils veulent surtout pas avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Rouge arrive bientôt à son adolescence parce que les jeunes filles sont envoyées chez la grand-mère le jour où elles ont leurs premières règles. Et ça arrive bien sûr à notre personnage principal, vous vous doutez bien que il va se passer quelque chose forcément. Et on va suivre un petit peu Rouge dans ses péripéties, dans sa vie au village, dans son voyage jusqu'à chez la grand-mère et dans ses aventures pour savoir est-ce qu'elle va arriver chez la grand-mère déjà, et surtout si elle y arrive, qu'est-ce qui se passe après. Vous avez compris, je pense que c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. On retrouve le personnage du chasseur, on retrouve le personnage du loup, on retrouve le personnage de la grand-mère et du Petit Chaperon Rouge. Énorme trigger warning, attention, ce n'est pas mentionné dans la 4e de couverture, mais je préfère vous le dire parce que c'est un sujet qui peut heurter des sensibilités. On va aborder la thématique du viol, de la maltraitance envers les enfants également, puisque Rouge est maltraité, malmené, harcelé. Voilà, donc faites attention si vous désirez découvrir cette histoire, et surtout elle n'est pas à mettre entre toutes les mains à la médiathèque. Nous on l'a classée en ado, pour nous ado ça veut dire pas avant 14 ans. Voilà, donc soyez vigilants, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit souci avec le style de l'autrice auquel j'ai pas forcément énormément accroché, mais que j'ai trouvé intéressant, et du coup je me dis que ça vaut le coup probablement de tenter d'autres titres de cette autrice. Ce n'est cependant pas pour ce titre-là que je voterai pour le Plib, mais je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. J'avais également pioché le Roi de Carreau, pour lequel je devais lire le titre qui était le moins populaire dans ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui avait été lu par le moins grand nombre de personnes. C'était tombé d'après Goodreads sur le tome 3 de la série Louis le Gallou de Luc Marcastel. Sauf que je n'avais pas encore lu le tome 2, c'est désormais chose faite. Louis le Gallou, le tome 2, Les Midoriaques de Jean-Luc Marcastel. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Ce qui m'avait énormément plu dans le tome 1, c'était la plume de l'auteur, le style de l'auteur. Je l'ai également beaucoup aimé ici, mais je pense que j'ai dépassé cette étape de l'émerveillement. Et du coup, ça m'a moins touchée que à la lecture du tome 1. Dans le premier volume de Louis le Gallou, on va faire la connaissance de Louis, qui découvre un beau jour qu'il est un galou, un loup-garou. Il a la capacité de se transformer en loup-garou. On a la France qui a été coupée en deux par un genre de météorite qui s'est écrasé, qui a ouvert une brèche, et de cette brèche sortent des malbestes, des animaux comme des sangliers par exemple, mais qui ont muté, qui sont devenus gigantesques et surtout un petit peu cannibales. Et voilà, on va assister un petit peu aux aventures de Louis pour tenter de ramener l'ordre, oui et non, dans le royaume, parce que on a un souverain qui est pas très sympa
Et on a des personnages secondaires, bien entendu, avec Louis. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Louis dans ce deuxième tome. Le problème, c'est que je me souvenais plus trop de l'histoire du tome 1. J'aurais dû relire le tome 1 avant de lire le tome 2. Parce qu'il m'a manqué des éléments, des petites références. J'ai beaucoup moins aimé Louis dans ce tome 2 parce que je trouve que son comportement avec Margot est absolument abject, tout simplement. Il n'arrête pas d'utiliser le surnom que les villageois lui ont donné alors qu'il sait très bien qu'elle déteste ce surnom. Margot est rousse, ce qui fait qu'elle a été harcelée dans son village. Donc là, ils sont en périple, ils sont tout le temps en quête, ils sont tout le temps... c'est toujours un road trip en fait, on les suit vraiment dans leur quête, un peu comme le Seigneur des Anneaux, vous savez, ils marchent tout le temps, ils avancent toujours, ils passent toujours d'une étape à l'autre, ils sont jamais vraiment fixes. Bah là c'est le même principe, on a ces trois personnages qui vont de leur maison jusqu'à un point précis et on suit leur aventure à travers la carte de France, on va dire. Ça se passe en Occitanie. L'Occitanie telle qu'on la connaît, mais légèrement modifiée par l'auteur pour rendre le récit quand même fabuleux. On est sur un récit historique moyenâgeux que j'apprécie énormément parce que du coup on a des thèmes, des termes très issus du vocabulaire du Moyen-Âge et je trouve ça vraiment intéressant de découvrir tout ça. On a un lexique à la fin, on a même des recettes de cuisine à la fin, on a des croquis également à la fin parce que l'ouvrage est illustré. J'ai quand même très très hâte de continuer la série parce que c'est vachement intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Je m'attache malgré tout au personnage, à l'ambiance et j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à se débrouiller pour sauver la mise d'un petit peu tout le monde. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copail il a atteint la moyenne de 7,86. Je vous les donne dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus et donc le prochain sur ma liste c'est Girl at the Grave de Terry Bailey Black. C'était ma lecture bonus en VO. Oui, je l'ai lu ce mois-ci, j'ai réussi. Je suis trop contente. C'est un roman historique, un thriller historique même, dans lequel on va faire la connaissance. Vous savez que moi, les noms des personnages, c'est pas vraiment ça. Valentine, qui, il y a une dizaine d'années, a vu sa mère être pendue pour un meurtre qu'elle avait commis. Valentine a assisté à l'assassinat de l'homme que sa mère a tué, donc elle sait que sa mère était coupable. Elle est depuis un petit peu rejetée par ses pairs, bien qu'un mystérieux et anonyme mécène ait financé ses études, et elle se retrouve, malgré sa position un petit peu délicate, dans l'école la plus huppée de la ville. Un beau jour, le pasteur de sa paroisse va venir la voir en lui disant « Quelqu'un est venu me dire que ta mère était innocente ». Et de là, va découler toute une enquête, une série de nouveaux meurtres, et on va suivre les aventures de Valentine en fait, qui se cherche aussi. Alors attention, il y a un triangle amoureux dans cette histoire qui prend beaucoup de place. Je déteste les triangles amoureux. C'est pour ça que je vous le dis, parce que si j'avais su qu'il y avait un triangle amoureux dans cette histoire, peut-être que je l'aurais pas lu. Et ça aurait été un grand tort parce que j'ai adoré cette histoire. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copail il a atteint la moyenne de 8,86. J'ai adoré le style de l'autrice. C'est ce roman-là que j'ai lu en papier et en audio à la fois. Vous savez que quand je lis de la VO, j'aime bien avoir l'audio et suivre en même temps l'histoire sur le papier. Les personnages sont hyper... Enfin, surtout les personnages secondaires. Un personnage secondaire en particulier est très attachant. J'ai trouvé Valentine un petit peu naïve et cette histoire d'amour était tellement crédible. Par contre, je vous l'ai dit, je déteste les triangles amoureux. Il prend beaucoup de place dans l'histoire, mais ça m'a pas dérangé. C'est vous dire à quel point le reste du récit est solide et crédible, sauf la fin, qui m'a un peu moins plu. Mais je vous dirai pas pourquoi parce que je veux pas vous spoiler. Voilà, donc je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Malheureusement, il n'a pas encore été traduit, je ne sais pas s'il le sera un jour. Mais si vous lisez en VO, j'ai trouvé en plus que le niveau d'anglais n'était pas excessif. Donc voilà, si vous avez de bonnes bases en anglais, je pense que c'est jouable. C'est un thriller, je m'interroge quant à savoir si je vais le garder pour le relire un jour ou pas. Il m'a tellement plu que pour l'instant je vais le garder, c'est sûr. On verra la prochaine fois que j'aurai besoin de faire un peu de place dans mes bibliothèques, si celui-ci passe à la trappe ou pas. En tout cas, c'était une très 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 bonne surprise. J'étais persuadée que c'était un thriller fantastique, et en fait pas du tout, il n'y a pas du tout d'éléments de fantastique là-dedans. C'est vraiment un thriller historique parce que ça se déroule au Connecticut en 1840...
c'est ça, 1849. Et le dernier livre de ma palle des cartes, c'était pour le 4 de pique et je devais faire une lecture mood read. En gros, j'avais le choix, je pouvais choisir ce que je voulais, ce que j'avais envie de lire sur le moment, la lecture qui me faisait le plus envie dans ma pile à lire. C'était La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Et j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré. Moralité, pas de châtiment pour le mois de septembre. Mais ça, vous le savez déjà parce que vous avez déjà vu ma palle de septembre. Je suis très à la bourre. Bref, j'ai adoré cette histoire. C'est mon roman préféré du mois d'août. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Compile, il a atteint la note maximale de 10. C'est simple, j'ai mis des 10 partout. Ici, on va faire la connaissance de Linus qui travaille au ministère de la Jeunesse magique. Son rôle, concrètement, c'est d'aller dans les orphelinats qui recueillent les enfants qui ont des pouvoirs magiques pour vérifier d'une part que les enfants sont bien traités et d'autre part que les enfants ne représentent pas un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Linus va être convoqué par les grands pontes du ministère qui vont l'envoyer sur une mission très particulière. Je ne vais pas vous révéler la raison pour laquelle c'est justement Linus qu'on a choisi pour cette mission, vous allez le découvrir par vous-même. La mission qui lui est attribuée, c'est d'aller dans cette fameuse maison, ce fameux orphelinat. Vous comprendrez pourquoi je mets des guillemets quand vous l'aurez lu. Parce que c'est dans cet orphelinat que sont apparemment regroupés les 6 enfants les plus potentiellement dangereux pour le monde. Sur place, il va faire la connaissance donc de ces 6 enfants et il va également faire la connaissance du directeur de l'orphelinat. Je vous laisse découvrir cette histoire, j'ai pas envie de vous en dire plus. Petite mise en garde cependant. Si vous décidez d'acheter ou d'emprunter ce titre en français, je ne sais pas si c'est la même chose en version originale, probablement. Je vous déconseille très fortement de regarder la 4e de couverture de ce titre. Parce que à l'arrière, on a les portraits des personnages et ça spoile complètement leur identité et ce qu'ils sont en réalité. Je vous rappelle que c'est des enfants qui ont des pouvoirs magiques. Donc imaginons que y ait une sorcière, une sirène, vous verriez une sirène dans le cadre. Et c'est dommage de savoir avant que Linus ne les rencontre ce que sont ses enfants. Il n'y a pas de sirène dans les portraits. Aucun de ses enfants n'est une sirène. Quoique je crois qu'on en rencontre une à un moment donné. Bref, voilà, donc je vous laisse vraiment découvrir cette histoire. Le style de l'auteur était magnifique, c'était sublime. J'ai eu des frissons à plein de moments. J'ai pas arrêté de pouffer de rire, d'être attendrie, d'être énervée par les comportements, les réflexions que je pouvais lire parfois vis-à-vis de certains personnages. Je vais juste vous lire les trigger warnings parce que de Saxus, donc trigger warning, on a maltraitance infantile, humiliation, harcèlement, anxiété, homophobie et grossophobie. Donc des thématiques qui sont fortes à nouveau et n'ayez pas peur de lire ce bouquin parce qu'il est impressionnant comme c'est assez gros. C'était fantastique en fait. C'était la lecture commune qu'on avait prévue pour le mois d'août avec Diane et beaucoup d'autres personnes. Je crois qu'on était 5 ou 6 sur la lecture commune et c'était vachement chouette d'échanger au fur et à mesure avec tout le monde. Si on avait pu, en fait, si on n'avait pas été en lecture commune, je pense qu'au moins la moitié d'entre nous l'aurait bouffé en 2 jours. Tellement c'était bien, tellement on n'avait pas envie de le lâcher en fait. D'ailleurs, la lecture commune qui devait courir du lundi au dimanche a finalement couru du lundi au samedi parce que on n'a pas pu se retenir de le terminer le samedi. Voilà. Je vous invite vraiment à le découvrir et je peux vous assurer que je vais suivre de très 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 près les prochaines publications de TJ Klune. Je sais que certains de ses romances MM ont été traduites par les éditions MXM Bookmark, justement, je crois bien. Donc je vais me renseigner pour essayer de me les procurer. En tout cas, celui-là, il était fantastique, énorme coup de cœur. Et en plus, il est tellement beau. C'est la version hardback de chez De Saxus que techniquement, vous ne devriez plus pouvoir trouver parce que c'est des éditions limitées. Si vous ne les précommandez pas, vous avez très peu de chances de tomber par hasard dessus en boutique. Et si c'est le cas, jetez-vous dessus parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Comme je vous l'ai dit, c'était le dernier titre pour ma palle des cartes, mais ce n'est pas le dernier livre que j'ai lu au mois d'août. Quoique. Parce qu'entre le 21 août, jour où j'ai terminé La maison au milieu de la mer céruléenne, et je m'en souviendrai parce que c'est le jour de ma fête, et le 1er septembre, où j'ai commencé ma
les cartes de septembre, non même pas, parce que en fait j'avais commencé celui-ci. Steam Sailors, le tome 1, l'héliotrope de E.S. Green, c'était le dernier finaliste du clip qui me restait à lire et je voulais absolument le lire en août pour pouvoir l'inclure dans mon update lecture d'août parce que je devais voter et avoir publié toutes mes chroniques pour le clip avant le 20 septembre. Sauf que je l'ai commencé le 21, 22 peut-être août et je l'ai reposé, je ne l'ai pas repris. Je l'ai donc pas réentamé parce que j'ai continué où je m'étais arrêtée début septembre et je l'ai fini seulement hier, non, avant-hier. On est le 15 septembre, je l'ai fini le 13 septembre. Ça m'a pris 26 jours pour lire ce titre. Pas parce qu'il est mauvais, je lui ai mis une très bonne note, je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la moyenne de 7,86. Mais tout simplement parce que mes parents étaient là en fait de la dernière semaine d'août à la fin de la deuxième semaine de septembre, et j'ai pas eu le temps de me consacrer à quoi que ce soit d'autre que, et j'en suis très contente d'ailleurs, mais ça fait que j'ai pas pu avancer dans mes lectures. Donc, j'ai seulement terminé il y a 3 jours Steam Sailors et techniquement, il devrait plutôt faire partie de mon update lecture du mois de septembre. Je vous l'inclus cependant dans cette update lecture-ci pour que toutes mes chroniques soient validées pour le PLIB. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Prudence, qui est une jeune fille qui a un don assez spécial. Il semblerait qu'elle ait des rêves prémonitoires. Parfois très clairs, parfois difficiles à interpréter. Dans ce monde, il y a 400 ans, les alchimistes ont été éradiqués. Et il y a aussi, je ne sais pas s'ils existaient déjà avant, mais en tout cas depuis lors, c'est une expression qui ne veut rien dire, depuis cette époque, il y a également des pirates de l'air qui voyagent à travers, grâce à ces espèces de bateaux pirates avec un ballon dirigeable. Donc c'est entre le bateau pirate et le ballon dirigeable. Et notre Prudence va être enlevée par des pirates de l'air et ils vont partir dans une quête absolument fantastique pour essayer de retrouver la cité impossible, celle dans laquelle, avant leur éradication, les alchimistes auraient planqué leur trésor et leur savoir. On va se familiariser un petit peu avec l'équipage de l'héliotrope, puisque c'est le nom du navire sur lequel va être enlevée Prudence. On va les suivre dans leur aventure, les suivre dans leur quotidien, dans leur bataille, puisque ce sont des pirates et il y a pas mal de scènes de combat. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelques petits points qui m'ont dérangé. Au niveau des personnages, il y a quelques personnages qui m'ont pas trop plu. 15 sur 20, c'est une excellente note. Voilà, c'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. La fin m'a laissé un petit peu dubitative. Je sais pas trop où on va aller dans le deuxième tome. Je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie. Mais le tome 2 est déjà paru, donc je vais essayer de le lire pas trop tard pour ne pas oublier ce premier tome. Et il est magnifique, regardez-moi ça, il a des rabats. Donc là, je ne vous les voyais pas parce que je l'ai aussi emprunté à la médiathèque où je travaille. Donc on a plastifié les rabats, ils sont collés sur la couverture. Et on a un plan du bateau. Voilà, donc c'était très très chouette, je vous invite également à le découvrir, mais ce n'est toujours pas le livre pour lequel je vais voter pour le PLIB, ou pour lequel j'ai voté pour le PLIB, parce que comme je l'ai fini, j'ai pu voter. J'ai voté, vous devez vous en douter, puisque je vous en ai parlé au moment où je l'avais noté, dans mon update lecture du mois de mai, je crois, pour La Ville sans vent, le tome 1 d'Éléonore de Villepoix. C'était très 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 bien, je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. Et 5 étoiles sur Goodreads, donc ce sera mon grand gagnant. J'espère que ce sera lui qui va gagner, mais vu les 2 années précédentes, la première année c'était le roman que j'avais le moins aimé qui avait gagné, et l'année dernière c'était un roman que j'avais beaucoup aimé mais pas celui que j'avais préféré. Donc dommage, c'est comme ça. On verra, ce sera la surprise, j'ai très très hâte de découvrir tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire comment s'est déroulé votre mois de lecture en août. Est-ce que vous avez eu des abandons, des coups de cœur? Quel est votre nouveau livre préféré? Est-ce que vous participez au PLIB? Si oui, est-ce que vous avez réussi à faire toutes vos lectures et quel est votre grand gagnant? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!